Sud FM. Il est 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, les 140 émigrés clandestins sénégalais refoulés du Maroc dénoncent le manque de soutien de l'État du Sénégal. Ils n'ont rien reçu des montants annoncés par les autorités. Les rares émigrés qui ont perçu n'ont reçu qu'une enveloppe de 40 000 francs CFA, un montant jugé dérisoire. Ils exigent de l'État du Sénégal le financement de leurs projets. Les artisans de Ziguinchor impactés par la pandémie ont reçu ce vendredi la première tranche du fonds d'appui dégagé par l'État du Sénégal, 5 milliards de francs CFA qui vont permettre à chaque artisan de toucher 150 000. En sport, Mamkor Faye succède à Birassen à la tête du CRG de lutte de Kaolack. Le contradictoire de ce vendredi s'intéresse à l'indice de perception de la corruption dans le monde avec le Sénégal qui stagne dans la zone rouge. À suivre également le journal de la santé qui complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. 140 émigrés refoulés, des émigrés clandestins et réguliers ont été rapatriés du Maroc avec une somme de 40 000 francs à leur arrivée. D'autres n'ont rien reçu de l'aide annoncée par l'État du Sénégal. Des émigrés qui fustigent le manque de soutien de la part de l'État. Rentrés au bercail, ils demandent un accompagnement et invitent les services de l'État à adopter des mesures de financement de leurs projets. Une occasion saisie par Guy Marius Sagna pour exiger encore une fois la libération de Boubacar Seye de Horizon sans frontières. On l'écoute avec Aïssatou Gueiba. Les émigrés sénégalais n'ont absolument rien reçu de l'État. Les montants annoncés par l'État n'ont pas été vus par nos compatriotes qui sont dans les différents pays, particulièrement par ceux qui ont dû traverser le désert du Sahara pour revenir et ceux qui ont été refoulés. Les rares émigrés refoulés qui ont reçu de l'argent ont reçu 40 000, qui 25 000, qui 50 000. La grande majorité n'a absolument rien reçu. Et nous dénonçons cela. Ceux qui ont organisé avec nous cette conférence de presse ce matin, ce sont des gens qui ont pris la route du désert. Ce sont des gens aussi qui ont pris l'océan Atlantique vers un meilleur, vers un pays où ils peuvent avoir des emplois, où ils peuvent construire un autre avenir pour eux et pour leurs familles laissées ici. Ces compatriotes-là ne voient pas les consuls du Maroc et d'autres pays. Ces compatriotes-là sont victimes de racisme là où ils sont. Nous avons rappelé que ces compatriotes émigrés font entrer chaque année au minimum 1300 milliards au Sénégal. Que chaque compatriote émigré fait rentrer en moyenne chacun 600 000 francs CFA par an au Sénégal. Nous avons tout simplement exigé de l'État qu'il puisse renforcer, soutenir nos compatriotes émigrés. Le FRAPP et les émigrés qui ont été refoulés et contraints de revenir au Sénégal, nous disons au président Macky Sall de libérer dans les meilleurs délais notre compatriote Boubacar Seye, parce que dans les jours à venir, si notre compatriote Boubacar Seye n'est pas relâché, n'est pas libéré, nous allons nous mobiliser d'une manière ou d'une autre pour exiger sa libération. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel à tous les émigrés qui sont revenus, à tous les émigrés qui sont hors du Sénégal, pour que nous nous mobilisions, parce que Boubacar Seye se battait pour nous. Les commerçants du marché Aïnou Madi de Keur Massar se sentent lésés par l'arrêté préfectoral fixant les heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Cet arrêté ne s'applique qu'à eux au moment où leurs camarades établis aux alentours du rond-point de Keur Massar continuent leurs activités au-delà de 19h sans être inquiétés. Les commerçants du marché Aïnou Madi interpellent le préfet du département de Pikine par rapport à cette situation. Birama Ndiaye. L'arrêté fixant les heures d'ouverture et de fermeture des marchés a fini par diviser les commerçants de Keur Massar. Ceux établis au niveau du rond-point et alentour foulent au pied cet arrêté. Ce qui a provoqué l'ire de leurs camarades établis au marché Aïnou Madi de Keur Massar. Se sentant lésés, ils s'offusquent et dénoncent. Baïnias est le président de l'association du marché Aïnou Madi. Pendant cette deuxième vague, l'arrêté préfectoral a créé à Keur Massar deux types de citoyens. Seuls les pratiquants du marché Aïnou Madi sont tenus à appliquer cette loi. Nous déplorons ces deux poids, deux mesures qui divisent une même population. Certains ferment, d'autres vaquent à leurs préoccupations jusqu'à la nuit.
Le marché Aïnoumady de Keur Massar demande qu'on lui élucide sur l'arrêt des travaux du deuxième hangar et exige un bilan de l'ensemble des travaux érigés dans le marché. Son camarade lui emboîte le pas et interpelle le préfet du département de Pikine par rapport à cette situation. Monsieur Babacar Ndoye, d'habitude, nous on ferme à 17h pour respecter l'arrêté du préfet. Mais malheureusement, on a constaté que, donc au niveau du rond-point, il y a d'autres marchands qui sont là-bas, mais je ne sais pas s'ils refusent de fermer ou bien ils ne respectent pas l'engagement ou bien ils ne respectent pas l'arrêté. Je ne sais pas quoi. Donc c'est dû à ça que nous vous interpellons, monsieur le préfet, par rapport à cette situation. La situation nous dérange. Parce que nous, on ne peut pas fermer à 17h, à rentrer chez nous, alors qu'il y a d'autres qui sont là à occuper les magasins. Donc ce qui fait que, donc maintenant, s'il y a une solution à régler, donc mieux vaut le régler. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de se mouver par rapport à cette situation. Et on ne veut pas que les gens se lèvent par rapport à ça et puis on va dire que c'est le marché de Keur Massar qui s'est levé pour faire des reproches par rapport au truc ou bien ils ne respectent pas l'arrêté. A signaler que l'activité continue son cours normal au rond-point de Keur Massar et alentour au moment où tout est à l'arrêt au marché Aïnoumady à partir de 17h. Cette situation laisse présager les prémices d'une tension les jours à venir si les autorités ne prennent pas à bras le corps ce problème. Appui aux artisans impactés par le coronavirus, le gouvernement dégage une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour la première tranche de ce programme de 25 milliards. Les artisans ciblés devront recevoir chacun 150 000 francs. La remise symbolique a eu lieu ce vendredi à Ziguinchor. Ben Michel Confudoué. C'est une enveloppe de 5 milliards de francs CFA qui a été dégagée par l'État du Sénégal pour cette première phase de l'appui exceptionnel aux artisans impactés par le coronavirus. L'annonce a été faite par le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Papa Amadou Ndiaye, qui a présidé à Ziguinchor la cérémonie de remise symbolique de fonds d'appui à des artisans. C'est une enveloppe globale de 25 milliards. Aujourd'hui, nous faisons le lancement de la première phase, qui est une première phase de 5 milliards. Et chaque région, en fonction du nombre d'inscrits, on fera un calcul et c'est au prorata du nombre d'inscrits par rapport à la somme de 5 milliards que chaque région aura le nombre exact de récipiendaires dans ce cadre de la première phase. Le montant alloué à chaque artisan est de 150 000 francs CFA. Le docteur Papa Amadou Ndiaye en a profité pour annoncer la construction du village artisanal de Ziguinchor et la construction du centre de formation au métier de l'artisanat de Diembéring. En ce qui concerne le village artisanal, Monsieur le Président, nous vous rassurons. Le financement est acquis, de même que le financement du centre de formation de Diembéring. Très bientôt, on lancera la première pierre en espérant qu'avant la fin de l'année, on puisse au moins réceptionner ce bijou qui nous tient à cœur. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a aussi annoncé un programme de recensement des artisans pour établir un fichier national des acteurs de l'artisanat. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Les accidents de la route continuent de faire des victimes. Le dernier en date a fait hier 9 morts et le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a encore brandi le bâton de la tolérance zéro. Plus de 3 ans après les 10 mesures pour réduire les accidents, force est de constater que ces derniers ne reculent pas. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi on peine à respecter les dites mesures? Acteurs des transports et autorités se sont prononcés. Abdoulaye Diop. Le décompte macabre continue sur les routes et ce, malgré toutes les restrictions de la loi. La loi interdit le surnombre de passagers, interdit les surcharges de bagages et de marchandises. La loi interdit donc les excès de vitesse, les dépassements dangereux. Les mesures sont certes là, mais leur application font défaut. Le directeur des transports terrestres pointe la responsabilité humaine. Cheikh Omar Gaye. On ne peut pas mettre derrière chaque usager, chaque force de défense et de sécurité. Il y a d'abord un esprit civique, un esprit responsable à avoir lorsqu'on est donc sur le réseau routier, que l'on soit conducteur, chauffeur, que l'on soit opérateur ou piéton ou usager tout court. L'accident qui a fait jeudi 9 morts à Daga Diakhaté a ressuscité la tolérance zéro. Goro Khouma, président de l'Union des routiers. C'est un responsable, on a confié un département. Ce département a un bruit, il a droit de se prononcer. Mais la tolérance zéro, pour moi, elle est toujours là. On n'a jamais toléré pour que Goro Khouma fasse ce qu'il veut. Les accidents seront réduits à une seule condition,
estimons que le ministère des Transports et ses services jouent le rôle, estime le président de l'Union des routiers. Le ministère des Transports, s'ils sont sérieux, ces services sont sérieux, il y aura moins de problèmes. Le véhicule qui a créé tout ce bruit-là, il était en surnombre. Il n'a pas passé par les airs, il a traversé combien de postes de contrôle et ces services ont fermé les yeux et on le laisse circuler. Plus de 3 ans après l'annonce des 10 nouvelles mesures pour la réduction des accidents, paradoxe, les routes continuent toujours de tuer. Nos interlocuteurs appellent à plus de responsabilité. Et puis une note sport dans ce journal. Mamkor Faye succède à Birassène à la tête du CRG de lutte de Kaolack. L'homme est professeur d'histoire et de géographie de formation. Il a été principal de collège d'enseignement moyen CM depuis 1999 et il a pris sa retraite depuis septembre 2020. Il a débuté d'abord comme professeur d'histo-géo au lycée Djignabo de Ziguinchor, ensuite au lycée Maba Diakhouba de Nioro. Il a servi au lycée Ndofane et c'est en 1999 qu'il est allé ouvrir le CM de Ndiédieng. Après 9 ans passés dans cette localité, il fait 1 an à Koutal, toujours comme principal. De 2009 à 2020, il a été le principal du CM de Canada à Guédiawaye, où il a pris sa retraite l'année dernière. Il est de Ndofane, il habite dans la commune de Kaolack au quartier Parcelles Assainies, où il a sa famille. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le sujet du jour porte sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Le Sénégal stagne dans la zone rouge. Le Forum civil section Sénégal de Transparency International a publié jeudi les résultats de l'année 2020. Plusieurs facteurs relevés, des recommandations ont été formulées. Abdou Aziz Diop, coordonnateur général adjoint du Forum civil, revient sur le rapport avec Babacar Samb. Abdou Aziz Diop, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le coordonnateur général adjoint du Forum civil, section Sénégal de Transparency International. La Covid-19 et la corruption, thème d'ailleurs de l'indice de perception de la corruption dans le monde, le rapport de l'année 2020. Alors, pour le cas du Sénégal, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que révèlent les résultats? Merci beaucoup Babacar. Vous savez, rappelez que l'IPC, l'indice de perception de la corruption, est un indice composite pour mesurer la perception de la grande corruption dans le secteur public et la classe politique dans différents pays du monde. Et chaque année, Transparency International publie le classement des pays au niveau mondial. Et sa section sénégalaise prend le relais au niveau local. Pour le cas du Sénégal, comme vous l'avez dit, l'indice de perception est venu dans un contexte de Covid. Le Covid étant une pandémie, la corruption, nous la qualifions au niveau du forum comme un cancer. Le cancer des temps modernes. Autant elle détruit nos économies fragiles, mais elle détruit aussi le système de valeurs. Pour le cas du Sénégal, pour cette année, le Sénégal reste à la même place depuis 2016. Cela veut dire quoi? Depuis 2016, nous sommes à 45 points sur 100. De 0 à 50 points, tous ces pays qui sont dans cette zone sont dans la zone rouge, dans cet intervalle de 0 à 50 points. De 50 à 100 points, on sort de la zone rouge pour aller dans la zone intègre. Maintenant, pour le cas du Sénégal, il faut dire aussi, en 2012, nous étions à 36 points. Donc, entre 2012 et 2013, nous étions à 41 points. Nous avons fait un bond de 5 points. Cela est dû à quoi? D'abord, le président de la République, son fameux discours du 3 avril, le premier discours, quand il parlait de « je ne protège personne », la patrie avant le parti, la gouvernance sobre et vertueuse. Ensuite, après, l'OFNAC a été mise en place, la CREI, le Sénégal a fait un bond. De 2012 à 2016, nous avons fait un bond de 9 points. Mais depuis 2016, le Sénégal stagne dans la zone rouge. Donc il y a un certain relâchement depuis 2016. Depuis 2016, il y a un certain relâchement. Mais l'autre élément qui est déterminant, c'est que au-delà du relâchement, c'est-à-dire que le Sénégal non seulement sombre dans la zone rouge, mais la cause principale, si on peut la dire ainsi, c'est presque l'impunité. Parce que le fait de faire un bond de 9 points et de stagner, ça montre que les mesures qui ont été prises n'ont pas été efficaces ou soit n'ont pas été suivies d'effet. Et c'est ça aujourd'hui qui nous mène dans une situation. Alors, la lutte est aujourd'hui bloquée. Vous avez signalé l'impunité. Bien sûr, parce que ça c'est un truisme même de le dire, que l'impunité elle est là, des rapports sans suite, cette absence de volonté politique qui était affichée au départ et qui ne s'est pas matérialisée, des stratégies de prévention et de répression inefficaces,
la crise aussi du système judiciaire. Alors, j'imagine qu'il y a des recommandations. Parmi les recommandations, d'abord au pouvoir exécutif, au chef de l'État de bannir l'impunité. C'est-à-dire, en quoi faisant? Les structures de contrôle comme la Cour des comptes, l'OFNAC, l'IGE, la CENTI remettent des rapports au président de la République, c'est une obligation. Mais il faut passer de l'obligation de transmettre les rapports au chef de l'État à l'obligation aussi de transmission aux juridictions compétentes pour qu'elles fassent leur travail. Si elles sont innocentes, les personnes poursuivies, la justice fait son travail, elles sont relaxées ou bien elles sont blanchies. Mais si elles sont coupables, que les sanctions idoines puissent être prises. L'autre élément, c'est que permettre à la justice aussi de passer de l'opportunité de poursuite à l'obligation de poursuite. Parce qu'on a vu l'OFNAC transmettre beaucoup de rapports aux procureurs qui sont restés sans suite. Où sont ces rapports? L'autre élément aussi, que la redevabilité et que la lumière soit faite. Comme on parle de contexte de pandémie, avec les fonds destinés à la riposte et à la solidarité, mais aussi que toute la lumière soit faite sur ces fonds publics, mais d'autres fonds et d'autres marchés aujourd'hui d'intérêt national. La troisième recommandation aussi, c'est surtout d'avoir des lois sur l'accès à l'information, les conflits d'intérêts de manière générale, le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Ça a été un débat. Et là, l'Assemblée nationale a son rôle à jouer. On ne sent pas l'Assemblée nationale dans cette lutte, aussi bien dans la prévention que dans la lutte contre la corruption. L'Assemblée devrait être une force de proposition de loi dans ce sens. Par exemple, ces dites lois, l'Assemblée pourrait faire des propositions dans ce sens. Le Forum civil avait travaillé dans ce sens avec l'APNAC, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas de loi. L'autre élément qui est plus déterminant, c'est la stratégie nationale de promotion de la citoyenneté que le président de la République avait annoncé en 2019. Et c'était très important. Le ministère de l'Éducation nationale a inscrit l'éducation aux valeurs parmi ses 5 priorités. Maintenant, il s'agit de passer des recommandations aux actions ou aux réformes. Mais aussi, il faudrait un système national d'intégrité. Comme souvent dans ce pays, c'est des personnes qui sont ciblées sans suite. C'est des scandales à longueur de journée, mais il faut qu'on change de paradigme. Il y a de bons modèles. Donc il faut un système national d'intégrité pour la promotion des bons modèles, qu'on les offre en exemple, mais pour la sanction des mauvais modèles. Et c'est des crimes économiques. Les cours de contrôle, les structures de contrôle, malgré leur bonne volonté, malgré leurs compétences, mais souvent c'est des rapports, des corps de contrôle sous contrôle. Les rapports ne sont pas suivis d'effet. Cela pose problème que toutes les stratégies sont inefficaces. Maintenant, il s'agit juste d'une volonté politique réelle, affirmée, mais que l'impunité soit bannie et que la loi soit applicable à tous. Les polémiques enflent autour de l'exécution des dépenses effectuées pour la riposte à la Covid-19. Alors, que dire en ce sens? Mais que dire? On ne peut pas comprendre quand ceux qui doivent appliquer la loi, ou ceux qui votent la loi, ou ceux qui promulguent la loi, la violent, cela pose problème. Mais dans le contexte du Covid, aujourd'hui, il faut que la lumière soit faite sur tous ces fonds. Ce plan de riposte ou de résilience, qu'est-ce que ça a donné? Les bénéficiaires directs, qui ont été les cibles? Interroger le RNU. Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent. Je pense que la corruption, comme je l'ai dit, elle est endémique. On parle du secteur public, mais dans tous les secteurs, on retrouve la corruption. Mais il faut relativiser. Dans chaque secteur, on a des citoyens intègres, mais aussi on a des citoyens corrompus. Abdelaziz Diop, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Babacar. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général adjoint du Forum civil, section Sénégal de Transparency International. Le contradictoire. Notre second invité, il s'agit de l'économiste Demba Moussa Dembélé. Selon lui, le laxisme des autorités, l'impunité et la banalisation de la corruption dans le pays accentuent le mal. Il répond à Babacar Samb. Demba Moussa Dembélé, bonjour. Bonjour, c'est Sam. Vous êtes économiste. La corruption, on en parle ici au Sénégal après le rapport publié par le Forum civil. Justement, ce rapport qui révèle que le Sénégal stagne toujours dans la zone rouge. Alors, qu'est-ce qui fait que le pays n'évolue pas dans la lutte contre la corruption? Bon, merci beaucoup. Pourquoi le Sénégal est toujours dans la zone rouge? Évidemment, il y a un certain nombre de facteurs qui l'expliquent, la persistance de la corruption. Oui. Il y a une certaine culture qui tolère la corruption. Par exemple, au niveau de l'administration, quand quelqu'un va chercher un papier qui normalement devrait être délivré par l'administration, il faut donner quelque chose pour que ça aille vite. Et les gens l'acceptent. Vous voyez, ça c'est une des choses. D'autre part, on voit aussi presque tous les autres corps de l'administration, la police, la gendarmerie, même ça. Il y a quelques actes toujours répréhensibles
qui font que, au niveau de l'opinion publique, la corruption, c'est un des moyens de régler des problèmes. Oui. Je crois que c'est tout ça qui fait qu'il y a une sorte de culture ambiante qui accepte, tolère la petite corruption comme faisant partie de la vie de tous les jours. Et voilà. Sans compter que au niveau le plus élevé, on voit comment les ressources du pays sont gérées. Tout le monde voit comment les ressources du pays sont gérées, comment on dépense de l'argent sur des futilités, parce que tout simplement on détient le pouvoir. En fait, donc il y a là une certaine banalisation de la corruption. Exactement. Ça, c'est le mot qui convient. Une banalisation, une acceptation comme quelque chose qui fait partie de la société et dont on ne peut pas se séparer. Et alors, à ce moment, il faut s'interroger sur la validité des institutions, comme l'OFNAC, comme l'IGE et autres. Malheureusement, je crois que cette banalisation provient aussi du fait de la persistance de l'impunité. Aussi longtemps que l'impunité continuera à régner, aussi longtemps qu'on n'appliquera pas des lois qui sont destinées à réprimer la corruption, mais on va la banaliser, malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, quelles peuvent être les conséquences sur l'économie sénégalaise? Évidemment, vous savez, quand il y a corruption, il y a nécessairement des coûts. Toute corruption entraîne des coûts. Par exemple, quand il y a des marchés, c'est-à-dire si on prend la grande corruption, quand il y a des marchés, il y a la tentation de surcoût d'un chantier, parce qu'il y a une ristourne pour un certain nombre d'individus qui aident à avoir le marché. Et donc, finalement, ça va coûter plus cher à l'économie, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas sûr que le chantier soit bien exécuté. Vous voyez, parce que l'entreprise qui va exécuter le chantier, il faut aussi qu'elle y trouve son compte. À partir du moment où il y a une partie de l'argent qui revient à un certain nombre de personnes, il faudrait que l'entreprise, elle aussi, y trouve son compte, et par conséquent, elle peut acheter du mauvais matériel, employer des ouvriers ou avoir des employés qui ne sont pas à la hauteur. Et souvent, on a vu des ouvrages qui, une fois achevés, quelques mois après, se trouvent dans un état de développement tel, mais il n'y a pas de sanction parce que tout simplement, il y a des connivences qui se sont tissées et qui font que, les uns se protègent entre eux, les uns protègent les autres, et ainsi de suite. Donc, il faut faire appliquer les lois, surtout punir, donner des exemples, punir des gens qui sont haut placés. Chaque fois qu'une de ces personnes est soupçonnée de corruption avérée, que l'État prenne des sanctions. Et là, l'opinion, ça va faire un électrochoc au niveau de l'opinion et ça pourra aider les gens à réfléchir. Mais... Peut-être une dernière question, gestion des fonds Covid-19, surtout le montant alloué à la lutte contre la Covid-19 ici au Sénégal qui a suscité beaucoup de polémiques. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette polémique? Très bien, un magnifique exemple que vous soulevez, c'est très bien parce que vous savez, jusqu'à présent, je crois que personne ne sait comment cet argent a été, ou ces fonds ont été dépensés, utilisés. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas un rapport exhaustif de la manière dont ces fonds ont été utilisés. Puisque d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des catégories qui auraient dû recevoir une partie de ces fonds, mais qui disent qu'elles n'ont rien reçu ou qu'elles ont reçu moins que ce qui devait leur être alloué. On a vu récemment avec les artistes ce qui s'est passé avec les artistes et peut-être d'autres catégories, et le président a été obligé de faire des rallonges. Mais à partir du moment où le président confie la gestion de ces fonds à son beau-frère, je pense que c'était la porte ouverte à toute cette polémique. Je pense qu'il aurait dû confier la gestion de ces fonds à un organisme neutre. Mais à partir du moment où il donne à son beau-frère, c'est la politisation, puisque les gens, les critiques disent qu'on a d'abord privilégié des gens de l'APR ou des gens favorables au régime, etc., avant les autres, alors que ça devrait aller à tous les Sénégalais qui sont dans la nécessité. Et je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Et malheureusement, c'est des tares qui gangrènent ce régime, il faut le dire, parce que la corruption, de mon point de vue, a beaucoup augmenté sous ce régime-là. Et ça, c'est un des cas, malheureusement, qui le prouve. Demba Moussa Dembélé, je vous remercie. Merci, M. Sam.
Je rappelle que vous êtes économiste. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Le réseau d'interconnexion, d'échange, de partage et de solidarité contribue à l'approvisionnement de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba. Les responsables ont initié une journée de don de sang, une bouffée d'oxygène pour les autorités sanitaires qui ont souvent des difficultés à satisfaire la demande en cette période de pandémie. Tout ici. C'est au Mbakekat où s'est tenue la collecte. Les élèves ont massivement répondu à l'appel du réseau d'interconnexion, d'échange, de partage et de solidarité. C'est Baïmoudou Ndiaye, ministre de l'Environnement au niveau du lycée de Mbaké. Le sang, on ne peut pas le jeter, mais on peut le donner pour aider, pour sauver des vies. C'est Morkha Thiam. C'est pour sauver des vies, parce qu'il y a des gens qui ont à l'hôpital, ils ont manqué du sang. Et franchement, moi, je le donnais pour les geler. Un geste hautement salué par les initiateurs. Madame Ndeye Khady Gueye est membre du réseau. Il y a quelques collègues qui sont venus, mais les élèves, nous les félicitons, nous les encourageons. Malgré leur jeunesse, ils ont accepté de venir nous soutenir. Beaucoup d'élèves ont donné leur sang. De même qu'au niveau du lycée de Mbaké aussi, beaucoup d'élèves sont venus. Dans les hôpitaux, il y a un déficit de poches de sang, ce qui nous a aussi motivés à organiser cette journée de don de sang. Les responsables de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeni se sont réjouis de l'initiative Diabel Faye. Vraiment, nous sommes très contents pour cet acte parce qu'il faut donner du sang pour sauver des vies. Dans cette période de pandémie-là, les donneurs de sang ont peur d'aller à l'hôpital. Donc on les sensibilise, de le rassurer. Les objectifs visés sont atteints, nous dit Madame Ndeye Khady Gueye. Effectivement, nous avons fixé quand même de faire 100 poches et actuellement nous avons obtenu plus de la moitié. Donc on peut dire que notre objectif est atteint et que peut-être dans les années qui suivent, on pourra avoir plus. D'autres activités sont prévues par le réseau. Tout ici Mbaké sur le FEM. Et puis retenez que le variant britannique a été détecté au Sénégal. C'est le directeur de l'IRSF, Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, qui l'a confirmé. Le professeur Souleymane Boub en a profité pour rappeler l'importance des gestes barrières face à ce variant hautement contagieux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Les 140 émigrés clandestins sénégalais refoulés du Maroc dénoncent le manque de soutien de l'État du Sénégal. Ils n'ont rien reçu des montants annoncés par les autorités. Les rares émigrés qui ont perçu n'ont reçu qu'une enveloppe de 40 000 francs CFA, un montant jugé dérisoire. Ils exigent de l'État le financement de leurs projets. Les artisans de Ziguinchor impactés par la pandémie ont reçu ce vendredi la première tranche du fonds d'appui dégagé par l'État du Sénégal, 5 milliards de francs CFA qui vont permettre à chaque artisan de toucher 150 000. En sport, Mame Kor Faye succède à Berasen à la tête du CRG de lutte de Kaolack. Le contradictoire de ce vendredi s'intéresse à l'indice de perception de la corruption dans le monde avec le Sénégal qui stagne dans la zone rouge. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Almine Bar en compagnie de Oustaz Alioune Mbaye et d'Imam Seck.